Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Nous sommes dans le thème dynamique géographique des grandes aires continentales, la question 3, l'Asie du Sud et de l'Est, les enjeux de la croissance. Nous entamons le deuxième point, Chine, Japon, concurrence régionale, ambition mondiale, et tâcherons de voir comment s'explique la rivalité géopolitique entre le Japon et la Chine, ce qui correspond à la première partie du corrigé de l'activité. D'abord une présentation des pays. La Chine, 9,6 millions de kilomètres carrés, le pays le plus peuplé au monde avec 1,37 milliard d'habitants en 2015, le deuxième PIB mondial, surnommé l'atelier du monde, et membre permanent du Conseil de sécurité. Face à la Chine, au-delà de la mer de Chine orientale, le Japon. Le Japon, 348 000 kilomètres carrés, archipel de 4 grandes îles et près de 430 îles habitées. 127 millions d'habitants, le troisième PIB mondial, parfois surnommé le laboratoire du monde, pour ses activités à haute valeur ajoutée. Donc nous verrons dans un premier point les litiges territoriaux et comment ces tensions se manifestent-elles, notamment en mer de Chine. Cette carte ici nous montre le conflit maritime en mer de Chine orientale avec les zones de revendication à la fois chinoises et japonaises. Je vous rappelle que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui s'est tenue à Montego Bay en 1982, crée les zones économiques exclusives, donc un espace maritime sur lequel un État côtier exerce des droits souverains, donc notamment sur l'exploitation et la recherche de potentielles ressources naturelles. Le conflit qui oppose les deux pays se tient sur la souveraineté de ces îles. Alors pour les Japonais, les îles se nomment les îles Senkaku. Elles leur appartiennent puisqu'il a été reconnu en 1945 par le droit international, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que ces îles leur appartenaient. De plus, en 2012, voyant l'opposition grandissante de la Chine, le gouvernement japonais a choisi de nationaliser en achetant les terres aux propriétaires privés. Pour les Chinois, les îles se nomment les îles Diaoyu et ils leur appartiennent puisque selon les Chinois, les îles ont été perdues lors de la guerre sino-japonaise de 1895. Donc elles font partie de ces territoires perdus, comme les Taïwan, les îles Spratly, Paracel et les Diaoyu. Mais nous observons que ce qui intéresse les deux pays, c'est essentiellement aussi la zone économique exclusive qui peut entourer les îles, avec les réserves potentielles d'hydrocarbures et aussi les réserves halieutiques. Nous avons ici une rivalité qui dépasse clairement le cadre régional, puisque la souveraineté sur les îles est un enjeu de puissance pour la Chine, qui veut récupérer les territoires perdus, comme Taïwan, les Spratly ou les Diaoyu. Le Japon voit sa puissance concurrencée par la Chine et veut prouver que sa puissance est encore importante en gardant la pleine souveraineté de ces territoires. De même, les deux pays cherchent à prendre le leadership dans la région et la Chine s'oppose à la montée en puissance du Japon en arguant de son passé d'ancienne puissance militariste, et c'est pour ça qu'elle s'oppose à toute potentielle reconnaissance du Japon comme membre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une rivalité entre les deux pays qui prend place aussi dans les constructions régionales. Les Chinois veulent une construction d'une communauté économique restreinte autour de l'ASEAN plus 3, donc le Japon, la Chine et la Corée. Pourquoi? Puisqu'à l'intérieur de cette construction régionale, ils auraient l'ascendance économique et politique. Les Japonais, quant à eux, veulent une construction d'une communauté ouverte, un ASEAN plus 6, en intégrant les trois comme la Chine, Japon, Chine, Corée, mais aussi les démocraties comme l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ce qui permettrait de contrebalancer la puissance chinoise. Donc les Chinois veulent une construction un ASEAN plus 3 en y intégrant la Chine, la Corée et le Japon, dans laquelle cette association régionale dans laquelle ils auraient la proéminence économique et politique. Les Japonais veulent un ASEAN plus 6, donc Chine, Corée, Japon, plus Australie, plus Nouvelle-Zélande et plus l'Inde, notamment en intégrant des démocraties qui permettraient de contrebalancer le poids politique et économique de la Chine. Les deux pays s'opposent dans une compétition navale, et on le voit avec cet article du Figaro qui nous montre clairement que les garde-côtes chinois
juste à côté des gardes-côtes japonais, et l'article nous précise que le Premier ministre japonais menace de repousser par la force toute tentative de débarquement sur les îles Senkaku. Les, euh, les deux pays arguent de leur légitimité sur les territoires en envoyant des bateaux euh, petit à petit prendre possession du territoire. La Chine possède la troisième flotte du monde et a mis en service un premier porte-avions en septembre 2012 et certainement construction d'un ou deux porte-avions en cours. Le Japon, pour répondre à cette menace chinoise, choisit un changement de stratégie en se rapprochant à nouveau des États-Unis pour contrer le déni d'accès à la mer de Chine et en se rapprochant de l'ASEAN, de la Corée du Sud, de l'Inde, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, donc le fameux ASEAN plus 6. Quelques aspects symboliques de cette opposition entre les deux pays, des contentieux anciens qui attisent le nationalisme. Alors un petit rappel, le nationalisme c'est une théorie politique qui prône l'unité d'un peuple, alors sur différents critères possibles, l'histoire, une histoire commune, une langue commune, un territoire commun, et aussi l'aspiration à construire un futur commun. Les dérives possibles de ce nationalisme sont de distinguer le nous des autres, ou encore quels critères utiliser pour trouver cette unité. Enfin, utiliser une certaine vision d'histoire pour flatter l'orgueil national et construire une unité autour de choses qui pourraient être fausses. Alors effectivement, depuis 2005, différentes manifestations ont éclaté en Chine contre les intérêts japonais. Alors le point de départ, c'est le conflit sur la souveraineté des îles, mais aussi une certaine vision de l'histoire et de l'occupation japonaise de la Chine défendue par les manuels scolaires japonais. Alors effectivement, un manuel est paru au Japon qui passait sous silence les atrocités perpétrées par l'armée impériale durant la Seconde Guerre mondiale. Alors notamment le massacre de Nankin, mais aussi l'occupation d'une partie de la Chine et de la péninsule coréenne par les Japonais. Aussi, il passait sous silence le rôle des dénommées femmes de réconfort. Alors c'est une expression utilisée par les Japonais pour parler tout bêtement du système d'esclavage sexuel qu'ils ont mis en place durant l'occupation, faisant énormément de victimes en Chine et en Corée. Alors pour résumer, il s'agit d'un conflit territorial qui prend place dans un contexte nationaliste fort, tant en Chine qu'au Japon, pour être souverain de son territoire, dans un contexte de concurrence accrue entre les deux puissances, sur l'image, sur l'économie, sur le hard power et le soft power, dans un contexte de recherche de ressources, si elles sont trouvées en hydrocarbures. Donc un conflit localisé, les îles Diaoyu, Senkaku, mais qui change d'échelle en opposant les deux pays dans l'Asie de l'Est. Alors pour terminer, on peut voir que, et pour faire la transition avec la deuxième partie du corrigé, on remarque effectivement dans ce dessin de presse du dessinateur indien Paresh, paru dans Le Monde en 2013 et dans Courrier International en 2012, on peut voir une opposition, des politiques d'opposition entre les deux pays, notamment attisées par le nationalisme, mais en fait deux économies, une économie chinoise et une économie japonaise, qui sont extrêmement dépendantes l'une de l'autre.